Je vais vous raconter ce que je vais faire dans cet exposé. C'est d'une part euh, vous parler de l'évaluation paresseuse ou évaluation dynamique, qui est un concept qui a été inventé par un mathématicien allemand qui s'appelait Paul Lorenzen, mais on ne savait pas à l'époque. On a découvert ses écrits plus tard. Et cette méthode d'évaluation dynamique, c'était pour comprendre comment travailler avec la clôture algébrique d'un corps quand ce corps était assez général. Au début, dans l'article fondateur, c'était juste les rationnels. Mais il fallait avoir un moyen de comprendre comment on pouvait calculer dans la clôture algébrique d'un corps sans savoir construire cette clôture algébrique. Voilà, vous savez peut-être que Van der Waarden il a écrit le premier livre vraiment populaire d'algèbre moderne qui s'appelait Modern Algebra. Dans la première édition, expliquait que on avait un vrai problème avec la clôture algébrique des corps. Et il donnait comme exemple que si un corps K était bien connu, on ne pouvait pas savoir pour autant, même si pour Van der Waarden, tout était dénombrable, hein, il n'y avait pas d'infini non dénombrable, donc il n'y avait pas besoin de Zorn, il y avait besoin uniquement de la récurrence. Par contre, il utilisait quand même pas mal le principe de tir exclu. Mais en tous les cas, il a donné l'exemple d'un corps K et il a dit comment est-ce qu'on fait pour parler du corps K de racine carrée de moins 1 si on ne sait pas si racine carrée de moins 1 est dans le corps ou pas. Il disait il y a un problème, c'est un problème rédhibitoire. En fait, dans la deuxième édition, on lui a dit de se calmer et il a pu donner cet exemple de contestation du tiers exclu. Et donc, c'est un très grand mathématicien, on est parlé. Et donc, voilà, il est paru en 85. Donc, c'était à peu près au moment où je me décidais à peut-être écrire une thèse. Il est paru un article de Dominique Duval, Della et Di Crescenzo, qu'on a appelé ensuite D5, et qui expliquait comment calculer dans la clôture algébrique d'un corps sans jamais se tromper, alors même qu'on ne sait pas en général factoriser les polynômes sur ce corps. Et donc, c'était une lumière, quoi. Moi, je disais, quand je vois les écrits classiques sur la clôture algébrique d'un corps, je suis comme un coq qui a trouvé une petite cuillère. Ce que j'avais dit une poule qui a trouvé un couteau, et Marie-Françoise m'a dit, mais non, ça c'est, faut dire un coq qui a trouvé une petite cuillère. Et donc, voilà, à partir de D5, j'ai compris qu'on pouvait interpréter de manière complètement constructive le discours classique sur les corps algébriquement clos. Et ça a été une sorte de... quoi. Je me suis dit, ah, enfin, on va pouvoir utiliser sérieusement les mathématiques classiques et les relire de manière constructive. Alors, donc dans la première partie de cet exposé, je vais vous parler de dessin, de cette méthode d'investigation des corps algébriquement clos, alors même qu'on ne sait pas les construire. Et pour nous, pour les mathématiciens constructifs, ça voulait dire que on avait une nouvelle sémantique des corps algébriquement clos. Pour beaucoup d'objets de l'algèbre, la sémantique usuelle fonctionne, c'est-à-dire on a un ensemble qui est muni d'une structure algébrique. Mais avec la clôture algébrique d'un corps, même si ce corps est bien défini et qu'on sait bien calculer dedans, la clôture algébrique ne peut pas être décrite de cette manière-là, de manière statique. On a dit, elle peut être décrite uniquement de manière dynamique. Et le slogan des 5, c'est l'évaluation paresseuse, qui est un truc, un concept tout à fait utilisé sans problème par les informaticiens, les informaticiennes. C'est-à-dire que c'était une rencontre entre les mathématiques
et l'informatique théorique ou le calcul formel. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on s'est persuadé de plus en plus que entre l'informatique théorique et les mathématiques, il n'y avait pas de vraie différence. Alors, que fait, ça c'est la première partie de l'exposé, je vais vous expliquer des cinq. La deuxième partie, ben, je vais essayer de vous expliquer le point de vue de Bishop et tout ça. Bien. Alors, dans l'article de D5, on a un corps K, on a un polynôme P, donc c'est un polynôme unitaire, et on voudrait travailler dans une extension K de X, où X est un 0 de P. Alors, si on est sur le corps des rationnels, il y a un algorithme célèbre qui s'appelle LLL, Lenstra-Lenstra-Loh, qui permet, à partir du polynôme P, de le décomposer en facteurs irréductibles. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à partir du moment où l'algorithme LLL a été publié. Par contre, dès que vous passez à une extension où il y a un peu plus compliqué, ça devient un truc très, très difficile. Et ce qu'il y avait à l'époque, c'était que les gens essayaient euh, que x soit la racine d'un polynôme irréductible qui divise p. D'accord? C'est-à-dire, on pensait à k de xi. Alors, k de x, ça, ce serait formellement k de grand x modulo p. C'est-à-dire, on plus grand x et on l'appelle petit x. Et puis, k de xi, ça c'est quelque chose du genre k de x sur f, où f est un facteur irréductible de p. Donc, c'est ce qui se faisait à l'époque en calcul formel. Donc, il y avait Reduce, Maxima et tout ça, et, et ça marchait très mal. Parce qu'en fait, quand on travaille dans la clôture algébrique d'un corps, on a besoin parfois d'introduire un zéro d'un polynôme P, mais après, on a besoin d'introduire quelque chose plutôt du genre pas de xi1 ou xi, xi ou alors xi1, c'est un zéro de P1, disons, P1 de grand X1, xi2, un zéro de P2 de petit x1, xi1 et de x2, etc. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est fatigant, c'est difficile à comprendre. Et donc, les 5 dit, on va arrêter, on arrête de prétendre à tout savoir. Voilà, si dans le cas de x sur p, je trouve un élément z, donc ça c'est mon cas de petit x. Je trouve un élément z qui n'est ni nul ni irréversible, eh bien, j'ai un problème, et le problème se résout comme ça. Faut faire gaffe à ce que je dis, hein. Le mieux, c'est de dire l'article original. Eh bien, ce Z, ce Z, ce Z produit un polynôme Q
Euh, et on calcule le PGCD du P et Q. Alors, ça fait que P s'écrit sous la forme. Ah bon? Il y a longtemps que je l'ai Maintenant, fait. avec mes notations. Je l'ai fait en, Je regarde jamais le code. je l'ai fait en 2022. Oh là là. Alors, tu l'as fait le testament? Et tu es mon héritier. Ou Comment? Tu es mon héritier. Je suis ton modulo héritier. F1, S'il m'arrive quelque chose demain, tu es mon héritier. Z est nul, Peut-être je lui laisse mes bijoux. D'accord, Parce que c'était. modulo F2, d'accord. Z. Moi, je l'ai pas fait, je vais le faire hein, d'ici Noël. Tu devrais le faire. Oui, oui, je vais le faire Je d'ici Noël. l'ai fait à la main. Je ne l'ai pas Et fait. donc, on se retrouve avec Mais il a autant Il est de valable, ce figure. testament? Mais oui, il est Il valable. est de daté X. Oui, oui. Ça s'appelle un testament holographe. holographe. Hein. Il faut qu'il soit daté, signé. C'est Ouais, il y a une interférence. une belle sur Modulo Internet. F1. Ah oui, Je d'accord. l'avais fait il y a longtemps. Elle t'en a reparlé Donc, Moi, je l'avais fait il y a Éteins les longtemps. Je ne micros. voulais pas que ça aille en baie. Oui, oui, moi aussi. Moi Mais aussi. bon, je lui laisse quand même les bijoux. D'accord. ça veut dire qu'on avait un pognon P, on ne savait pas s'il était réductible ou pas. On calcule dans l'algèbre quotient P de X modulo P. On voit qu'il y a un problème. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne se décourage pas, on ouvre deux branches de calcul. Alors, dans le premier article, ça fonctionnait avec un corps de caractéristiques nulles, et puis on partait d'un polynôme séparable, C'est c'est-à-dire pas une étranger à sa raison pour dérivée, m'assassiner. Hein. parce Qu'est-ce que que je quand veux on a une dire? caractéristique nulle, on peut toujours, Ces bijoux dont tu parles, ils sont où? Ils Ils sont... sont, ben, je le mets là, ils sont Ah, c'est expliqué là. de ma dent. toujours Ils sont ici. diviser P Ah, de dans ta la banque. PGCD de Oui. P et D'accord. P', mais là, on retrouve la partie sans carré du polynôme P. Et donc, c'est pour ça que le scindage se produit de manière très simple dans ce cas-là. Mais évidemment, si on veut traiter le problème de manière générale, il faut renoncer à quelque chose d'aussi simple que d'avoir toujours des polynômes séparables. Voilà. Alors, euh, on va avoir un arbre de calcul comme ça. Ensuite, on aura introduit un deuxième nom, un deuxième. Celui-là, on rajoutera, je vais l'appeler Kazakhstan. Et de Y, ce sera ce polynôme-là, le zéro de ce polynôme. Et donc, on va avoir ça, c'est un embranchement très simple. Je rajoute un zéro d'un polynôme que je voulais avoir un zéro de ce polynôme. Et puis, si en calculant dans ce score, enfin, dans cette algèbre, je vois qu'il y a un problème, ben, j'ouvre devant. Donc, c'est un arbre de calcul qui permet d'analyser ce qui se passe dans la clôture algébrique d'un. Alors, dans cette affaire-là, l'algèbre K de X est isomorphe à K de X modulo F1 et K de X modulo multiplié par K de X modulo. Donc, ça veut dire qu'on a remplacé une algèbre par deux algèbres qui décrivent la même chose que la première algèbre, mais de manière plus précise. De manière plus précise. Des grands X, Pas de X. K de X est isomorphe à ça, oui. les X, c'était un. C'est une variable. Ah, là, c'est un petit X là, excusez-moi. Ouais. Ah.
Alors, cette histoire de décomposer un anneau en produit d'anneau, ça correspond à une notion d'idempotent. Et donc, il y a une notion très générale qui est un système fondamental d'idempotent orthogonaux. Donc, c'est des éléments E1, E, K dans une algèbre A, enfin, dans un anneau commutatif A, on va dire absolument. La somme des EI égale à 1 et EI et J égale 0. Ça s'appelle un système fondamental d'idempotents orthogonaux. De ces équations, on déduit que chaque EI est égal à son carré. Alors, je reviens quand même à la décomposition grand P égale F1, F2, Ouais. décomposition d'un gel polynôme. Ouais. En x. Non, oui, c'est le cas de petit x, c'est déjà grand X modulo P. Hein. D'accord, mais quand on écrit P égale F1, F2, F1 et F2 sont un tas de grand X, n'est-ce pas? Oui, oui, mais on peut mettre F1 de petit x aussi. D'accord, donc si on écrit une décomposition, ce serait F1 de petit x. Oui, il vaut mieux mettre de petit x. Et c'est la même chose sur notre x. Mais ils ont été calculés, avec grand X. Voilà, donc il y a une question de. Alors, et du coup, quand on a ça, ça veut dire que A est isomorphe à A sur 1 moins de 1. Oh, je vais mettre ça. Et, ça vous rappelle sans doute le théorème des restes chinois, n'est-ce pas? Donc, le théorème des restes chinois, souvent on l'énonce, sans dire il y a un système fondamental orthogonal. C'est exactement ça. Et donc, à la fin du. Alors, il faudrait dire d'abord comment construction de l'idempotent. Alors, c'est très simple, on a un élément embêtant, ça manque de lettres dans l'alphabet. Je l'appelle T, voilà. Et puis, je considère les idéaux, enfin, je considère, vous voyez, T2 appartient à l'idéal T, T3 appartient à l'idéal T2, et puis, des fois, par chance, T5, par exemple, appartient à l'idéal. Non seulement il appartient à l'idéal T6, mais on a aussi T6 qui appartient à l'idéal T5. Alors à ce moment-là, la suite des idéaux qui sont de plus en plus petits arrête de décroître et s'arrête à T5. Alors à ce moment-là, vous écrivez T5, excusez-moi. Donc T5 appartient à T6. Vous écrivez T5 égale à T6. Alors oui, vous pouvez remplacer T5 par AT6. Là-dedans, il y a T5. Donc ça fait A2 plus 7. A3 T8. A4 T9. Et A5 T10. Ah. Et donc, on voit que A5 T5 au carré
est égal à 5. Un idempotent. Si je multiplie ici à 5, ici je vais avoir 10 et 10, c'est-à-dire le carré de 5. C'est une chose toute bête, je ne sais pas. C'est ça la construction des idempotents qui intervient de manière systématique. Alors, il y a les anneaux zéro-dimensionnels. Alors, c'est quoi un anneau zéro-dimensionnel? Ça veut dire que, quel que soit T, il existe A, et il existe un autre qui est N, tel que T puissance N égale A T puissance N plus 2. En mathématiques classiques, ça veut dire que une suite strictement croissante de 3 idéaux premiers est impossible. Ouais. C'est légèrement plus simple comme ça. Et si c'est un anneau intègre, dire qu'il est zéro-dimensionnel, ça prend une forme plus habituelle pour les mathématiciens classiques, qui est que les idéaux premiers non nuls sont maximaux. On appelle la dimension 1. Ouais. Et donc, la dimension 1, c'est quand on passe à un quotient par un élément non nul qu'on tombe en dimension terrible. Donc, il faut se rendre compte que cette chose-là, qui est extraordinairement simple, représente un concept extraordinairement compliqué, qui veut dire qu'il est impossible que 3 idéaux strictement inclus l'un dans l'autre existent. 3 idéaux premiers. Donc, ça fait appel à la notion d'idéal premier, qui est une notion qui n'existe que de manière idéale, parce qu'on ne sait pas construire les idéaux premiers en général. Et donc, c'est remplacé par un truc très très. Et donc, à la fin du processus D5, enfin, d'un processus D5, parce que, a priori, il n'est jamais terminé. Donc, un ordre de calcul D5, à la structure suivante. Donc, à la racine, il y a un corps discret. Il y a un corps où on a un test à zéro, mais quand vous le mettez sur l'informatique, ça veut dire que vous donnez la manière de produire les éléments du corps. Voilà comment seront produits les éléments du corps. Vous donnez la manière dont vous les additionnez, la manière dont vous les multipliez, vous donnez 0, vous donnez 1, et vous avez un test à 0. Et quand le test à 0 vous dit que l'élément est en nul, vous avez une opération d'inverse. C'est ça un corps discret. C'est une structure qui s'implémente en informatique. Par exemple, Q est un corps discret. Le rationnel est un corps discret. Le corps discret, mais un vrai, quoi. C'est pas une abstraction de corps discret, c'est un vrai. Oui. Et du coup, ça veut dire que est-ce que les corps discrets sont toujours dénombrables? Sont toujours dénombrables. Bah, c'est pas une question qui nous intéresse vraiment. Disons, en pratique, on utilise surtout des corps discrets dénombrables, c'est vrai. En pratique, c'est ça, mais a priori, il n'y a pas d'obstacle à imaginer un corps discret non dénombrable.
Enfin, c'est juste rentrer, enfin, c'est juste un peu dur de rentrer ça dans mon PC, quoi. C'est-à-dire, en fait, euh, van der Waerden a essayé de supprimer les antinomies parentes du genre on peut construire une base de R sur Q, etc., en se limitant aux structures algébriques des nombres. Hein, c'est un bouquin absolument remarquable. Mais c'est vrai que à l'époque, il y avait un grand débat sur l'action du choix et tout ça. Donc, il évite ce débat en faisant simplement uniquement des structures dérobables. Et donc, il n'y a plus besoin de l'action du choix parce que la récurrence suffit en général à construire les choses. Si toutefois on fait appel au tiers exclu. Et à l'époque, le papier de Brouwer disant que le tiers exclu était suspicieux quand il s'agissait de traiter des ensembles infinis n'était pas très connu. Voilà. Donc c'est arrivé plus tard le vrai débat sur le tiers exclu. Donc à la racine, il y a un corps discret. Donc chaque nœud chaque nœud nu est associé donc je l'appelle K, une K algèbre de dimension finie. Donc on est dans K puissance n, où K est un corps discret, donc il y a un test à zéro, c'est discret. Mais pour autant, ce n'est pas un corps. Les embranchements, en dessous d'un nœud, il y a trois possibilités. Alors ça peut être, on passe de A nu à A nu de un polynôme P sur un peu A nu de X polynôme P. Ça, c'est quand on rajoute un zéro. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que A nu se scinde en deux morceaux. Alors, dans le premier, à cause d'un Z, il y a un Z dans A nu qui n'est ni inversible ni nul. Dans le premier morceau, Z est inversible. Dans le deuxième morceau, Z est nilpotent. Et puis, il y a un troisième embranchement possible, qui est que, en particulier, ça peut être en dessous de ça, on a trouvé un Z qui est nilpotent, mais pas nul. On est embêté, on le tue. Voilà. Le troisième, c'est un nu est remplacé par un nu sur Z, où Z est nilpotent, mais pas nul. C'est-à-dire, on veut ressembler à un corps. Voilà. Et si on s'y prend bien, c'est-à-dire si on fait les choses de manière suffisamment récursive, chaque algèbre est triangulaire. Et vous verrez sur K. C'est-à-dire, on commence par ajouter le. Ah, ça fait K de X1, XS, avec
x1, 0. Donc, P1 de x1, 0. P2 de I2, P1 de x1 égale 0, c'est représenté par K de grand x1 modulo P1. Et ça, c'est représenté par K de petit x1 et de grand x2, modulo 1 quotient P2, etc. Donc, c'était une idée de Daniel Lazare, qui n'est pas cité dans D5. Oui, les gens de D5 disent on part d'une idée de Daniel Lazare qu'on va arriver à mettre toute la structure sous forme triangulaire. Voilà. Et donc, c'était quelque chose qui était prévu pour faciliter les calculs. Les gens ont commencé à implémenter ça sur Axiom, sur Maxima, et ça n'a pas beaucoup facilité les calculs. Mais ça a donné la sémantique constructive de la culture algébrique d'un corps. Et donc, c'était très important pour nous. Ouais, bon. Donc, je vous dis un tout petit truc qui est symptomatique des méthodes dynamiques. Et les anneaux zéro-dimensionnels réduits. Donc, dans ce cas-là, là, le truc de départ est beaucoup plus simple, c'est x2 égale ax. Qu'est-ce que je raconte? X égale à x2. Pour tout x, il existe A. Voilà, ça c'est un anneau zéro-dimensionnel réduit. Un anneau zéro-dimensionnel réduit se comporte dans tous les calculs comme un produit fini de corps discret. Donc voilà, j'ai mis deux exemples dans le texte, mais je ne peux pas vous les développer. C'est-à-dire que la notion de corps discret, qui en général donne lieu à théorème de la base de Hilbert, cas de x1, xn, tout idéal est de type fini. Ça a l'air d'être une notion notérienne, qui dépend du fait que K est un corps discret. Et en fait, dans les algorithmes, ce n'est pas du tout. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit dans un texte usuel de mathématiques qu'on utilise le fait que K de x1, xn est notérien, c'est absolument inutile. L'essentiel, c'est que ce soit un anneau zéro-dimensionnel réduit. Il y a seulement deux idempotents 0 et 1. Mais c'est une très faible différence par rapport aux anneaux zéro-dimensionnels réduits. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc, si j'avais mis ça sur transparent, vous auriez vu beaucoup, beaucoup plus de choses et vous ne les auriez pas comprises. Voilà, parce que ça va trop vite, les transparents. Alors maintenant, je vais vous parler des mathématiques de Bishop.
Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que le bouquin de Bishop paru en 1967. C'est-à-dire, avant Bishop, il y avait différentes écoles constructives. Il y avait une école constructive qui suivait Brouwer de très près et qui avait l'ennui de donner des théorèmes qui sont faux en maths classique, en béton. C'était des belles mathématiques, mais impossible à assimiler pour le commun des mathématiciens. Il y avait les mathématiques du calcul formel, et c'était l'emblème, c'était les mathématiques russes, où les objets mathématiques étaient tous des ensembles dénombrables avec des fonctions récursives dessus qui définissaient leur structure. Donc, c'était aussi des mathématiques un peu bizarres parce qu'ils avaient aussi des théorèmes qui n'étaient pas vrais en maths classique. Du genre, toutes les fonctions réelles continues sont continues point par point. Embêtant. Et donc, Bishop, un jour, on lui a demandé de faire un cours de logique. Et il a regardé une traité de logique, il a expliqué aux étudiants l'étape de vérité. Et puis, quand il y a eu la table de vérité de l'implication, les étudiants ont dit, mais c'est pas ça une implication. L'implication, c'est quand on suppose quelque chose et qu'on en dit autre chose. C'est pas un non A ou B. On ne démontre pas non A ou B. C'est pas ça qu'on démontre. On part de A, on démontre B. Et alors, au lieu de leur dire qu'ils ne comprenaient rien, il a réfléchi et il a dit, les étudiants ont raison. Il a lu Brouwer, il a écrit son bouquin en 1967, où il traite les bases de l'analyse, disons ce qu'on fait dans les cours usuels, au moins jusqu'en Master 1, de manière complètement constructive, c'est-à-dire que tous les théorèmes représentent des algorithmes. Et alors, il était persuadé que ça allait faire la révolution, et ça a été accueilli de manière très, très modérée. Et il a beaucoup réfléchi, il a commencé à dire que ce qu'il faudrait, c'est une bonne théorie des types. Enfin bon, les articles où il réfléchit beaucoup montrent que c'est un précurseur de la théorie des types, au moins de celle développée par De Bruyn, qui essayait de formaliser les démonstrations mathématiques, et ensuite celle de Martinov, la théorie des types dépendants, avec le calcul des constructions de Thierry Coquand. Et c'était une très belle théorie, la théorie de Martinov, et ça permettait aussi de mettre en place un logiciel de certification de preuve assez remarquable qui s'appelait Coq. On a changé son nom parce que Coq en américain, ça veut dire des obscénités. Donc il faut l'appeler Rock maintenant, comme Rocancourt. Et donc voilà. Et puis c'est quand même de très belles choses. Ça a permis de démontrer le théorème des quatre couleurs, le théorème de Feit-Thomson, enfin avec beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais enfin, il y avait des théorèmes dont on n'était pas vraiment sûr parce que les démonstrations étaient beaucoup trop longues et ils ont été certifiés par un logiciel qui était assez fiable. Parce qu'évidemment, le logiciel, il peut avoir des bugs. Donc, il y a eu quelques bugs de trouver dans les 5000 lignes de code, ce qui était très peu de code. Et ils ont été réparés depuis. Mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un autre bug qui apparaisse. Dans tous les logiciels de certification de preuve, il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, il y a un article de Thierry Coquand qui analyse la théorie de Martinov modifiée par Voevodsky, qui s'appelle Homotopic Type Theory, ou encore théorie des mathématiques univalentes. Voilà. Et Thierry dit c'est remarquable comme
il y a des convergences entre la manière dont raisonnait Bishop, la manière dont a raisonné Russell quand il a changé son système de démonstration, la manière dont Debrun a mis en place son logiciel et les propositions que fait Wojcicki. Et il dit finalement, la bonne lecture de Bishop, c'est sans doute la théorie univalente de Wojcicki. Donc, ça veut dire que maintenant, il est devenu très populaire, d'une certaine manière, Bishop. Mais les gens qui naviguent dans les hautes sphères, ils préfèrent parler uniquement de la théorie univalente de Wojcicki. Voilà. Et Thierry écrit un article en disant, mais vous savez, si vous lisez bien Bishop, il y a déjà à peu près tout ça dedans. Voilà. Alors, c'est quoi l'idée de Bishop? C'est qu'il faut revenir aux mathématiques non formalisées. Et il y a eu une crise dans les mathématiques, on a essayé d'y échapper en inventant un système formel ZF. Poincaré a beaucoup polémiqué avec Russell sur les faiblesses de sa théorie des types à lui, et ils ont mis en place la notion de prédicativité. Donc, la théorie de Martin-Löf est particulièrement prédicative. Ça veut dire quoi, la prédicativité? Ça veut dire qu'on ne construit jamais un objet à partir d'un tout dans lequel il existe déjà. Il y a un cercle vicieux, pour Poincaré en tous les cas. Et en tous les cas, la théorie des types de Martin-Löf, c'est un truc qui est absolument prédicatif. Le gros défaut de sa théorie, c'était qu'il y avait un grand mystère avec l'égalité, et Wojcicki a dit, moi, je résous le mystère, je considère que l'égalité entre A et B, c'est un chemin de A vers B dans un espace topologique convenable. Voilà. Et parce que dans la théorie de Martin-Löf, il y a un type de l'égalité, mais comme l'égalité dans le type A est elle-même un type, ensuite il y a le type de l'égalité de l'égalité. Et donc ça fait une succession infinie d'égalités qui est assez fait très mal à la tête, mais dont les gens savaient se débrouiller. Et puis avec Wojcicki, il y a un nouveau paradigme qui apparaît, et ça correspond vraiment d'une certaine manière à ce que fait Bishop. Alors, il y a un truc qui dit que Kronecker, c'est un des élèves de Kronecker qui, dans son hommage lors de sa mort, il dit, une fois, il m'a raconté la chose suivante dans nos discussions à bâton rompu: Dieu nous a donné les nombres entiers, tout le reste des mathématiques est l'œuvre des hommes. Bon, sans doute qu'il l'a dit dans une conversation. Et donc, Bishop dit à peu près la même chose. Il dit, la communauté des mathématiciens qui fait des mathématiques intuitives et non formalisées se base sur une évolution historique qui nous a donné les nombres entiers. Toutes les civilisations n'ont pas tous les nombres entiers. Mais disons, les mathématiciens aujourd'hui, ils s'accordent à peu près tous sur les nombres entiers. Et c'est une notion non définie. D'ailleurs, si on essaye d'axiomatiser les nombres entiers, on n'y arrive pas. Dans la complétude de Gödel. Il y a toujours des choses qui échappent à toute formalisation des nombres entiers. Donc, il faut se baser sur notre intuition des nombres entiers et sur ce qu'on peut faire avec. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est essentiellement des constructions. Donc, Bishop dit qu'il y a deux notions qui, dans les mathématiques contemporaines, ne posent pas problème aux mathématiciens qui veulent faire des mathématiques intuitives et non pas formalisées. C'est la notion de nombre entier et la notion de construction. Et là-dessus, il dit tout le reste va découler de manière intuitive, sans problème. Et d'une certaine manière, Bishop fait pour l'analyse ce que Kronecker essayait de faire pour l'algèbre. Et c'est d'autant plus spectaculaire qu'en algèbre, souvent, les ensembles ont des objets finis. Vous prenez un nombre rationnel, c'est un objet fini. Et même si vous prenez dans la clôture algébrique le plus peut être construite en passant par les réels algébriques,
les éléments de la clôture algébrique de Q sont des nombres finis, sont des objets finis. Tandis qu'en analyse, les objets de base, c'est des nombres réels, et ils sont par nature non finis. C'est des suites de Cauchy infinies qui convergent convenablement, des choses comme ça. Donc, c'est très étonnant parce qu'à l'époque, en algèbre, il s'était fait beaucoup de choses de très constructives. Hein. Seidenberg a écrit des choses admirables. Et la lumière est venue de l'analyse. Donc, ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, Bishop, qui était une analyste très réputée, vous trouvez dans les bouquins souvent un chapitre sur le théorème de Bishop, c'est un théorème qu'il avait fait avant sa conversion. Et peut-être qu'il avait une version dans sa tête, mais il ne pouvait pas tout faire. Il n'a peut-être pas réécrit son théorème célèbre. Enfin, un truc qui fait que dans beaucoup de bouquins d'analyse, il y a un chapitre sur le théorème de Bishop. Voilà. Et donc, ça a été, que dire? Alors, je vous ai dit, c'est impossible d'attraper les entiers naturels dans un système formel. Et vous avez le bouquin absolument remarquable de Dehornoy, qui est paru chez Calvagé-Monet aussi, qui s'appelle Théorie des ensembles, et qui essaye de traquer l'histoire de l'hypothèse du continu. Est-ce qu'il y a un cardinal compris entre les entiers et les réels? Et donc, vous savez sans doute que dans ce domaine très particulier de la théorie des ensembles, des cardinaux super compacts, des univers, enfin bon, tout ça. Et donc, Dehornoy, qui a une vision très claire, c'est un grand spécialiste de cette question aussi, pas seulement de celle-là, explique qu'en définitive, sans doute, la question n'a pas vraiment de solution raisonnable. Gödel pensait qu'il y aurait une solution raisonnable avec les grands cardinaux. Hein. Et par contre, il insiste beaucoup sur le fait que cette théorie mirifique avec des grands cardinaux, tout ça, elle ne décrit pas correctement les entiers naturels. Voilà. Donc c'est un truc qui énerve les gens qui font ensuite des recensions de son bouquin, parce qu'il est en train de tuer le père. Et puis, il y a aussi la notion de construction. Alors, la notion de construction, vous dites, je prends une fonction de grand N dans grand N. Il se trouve que chaque fois que un mathématicien imagine un calcul, qui peut être ramené à un calcul de grand N dans grand N, mais grand N, c'est n'importe quel ensemble dénombrable. Donc, N, ça peut coder Q de x1, x2, ou N, ça peut coder utile de significat. Hein. Utile, c'est la clôture algébrique. Bon. Ou ça peut même coder tout ça, la clôture algébrique, tout ça. Bon. Donc, c'est du nombrable, donc ça peut être codé par grand N. Et donc, quand vous faites des théorèmes d'algèbre, vous êtes souvent en train de fabriquer des fonctions de grand N d'un grand N. Donc, les mathématiques classiques ont dit des fonctions explicites de grand N dans grand N, c'est-à-dire ce que Bishop, un mathématicien intuitif, pense comme une construction, sont toutes réductibles à des machines de Turing. Donc, ça s'appelle la thèse de Turing. Church, Skolem, Kolmogorov, non, pas Kolmogorov. Turing. Ah bon. Et alors, ça dit, toute construction est donnée par une machine de Turing. Alors, une machine de Turing, c'est un truc qui dit, voilà, pour tout entier n, j'ai une procédure de
bien décrite par un programme. Elle aboutit. On a raison. Donc ça, c'est la compréhension classique de qu'est-ce que c'est qu'une construction. Alors, les mathématiciens contestataires de mon genre, bon, c'est Richman, qui est bien plus fort que moi, qui dit ça s'appelle la fausse thèse de Church. Parce que il y a deux choses. Il y a premièrement le fait que quand un mathématicien pense une construction, c'est très rare qu'il la pense en termes d'algorithme directement. Il pense, il explique, les gens en discutent et il fabrique un algorithme. C'est comme ça que ça se passe. Mais après, la question décisive, c'est elle aboutit toujours à un résultat. Il n'y a pas de boucle infinie dans ce processus. Et donc, pour ceux qui croient qu'il reste plus, c'est vrai, c'est faux. Elle aboutit toujours à un résultat ou elle aboutit pas toujours à un résultat. Et donc, la construction intuitive des mathématiciens intuitifs est complètement absorbée par la notion de machine de Turing. Mais justement, là, il y a l'aboutir toujours à un résultat, ça veut dire quel que soit n, il existe. M, quelque chose. Et ce machin-là, il a besoin d'une preuve, puisqu'on ne pense pas qu'il y a une vérité absolue. Donc, s'il a besoin d'une preuve, ça veut dire que la notion habituelle en mathématiques ne correspond pas vraiment intuitivement à la notion de construction des mathématiciens usuels. Les mathématiciens usuels, ils ne sont pas en train de raisonner dans ZF, vous ne voyez pas ça. Ils raisonnent tous en pensant qu'il y a leur univers mathématique à eux, avec leurs objets et tout ça. Et ils ne raisonnent pas dans ZF, ça. Personne ne rentre tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui. Alors, je vais vous. Donc, ça, c'est pour dire que le point de vue intuitif qui est celui de Kronecker, hein, c'est le même, n'est pas réductible aux mathématiques classiques. Les entiers ne sont pas formalisables. La notion de construction n'est pas formalisable. Ça nécessite la discussion entre les mathématiciens. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on l'écoute. Quelqu'un vous dit, moi, je ne suis plus d'accord avec la notion de ou. Là, il y a un sacré culot. La notion de ou, elle est bien établie constructivement. Ça veut dire l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Mais en tous les cas, il y a une procédure pour. Si le gars débarque et dit, je ne suis pas d'accord avec la notion de ou, ben, il faut écouter ses arguments, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. La vérité est construite par les maths. Un slogan, c'est affirmer, c'est démontrer. Et vu que les logiciels de certification de preuve se sont beaucoup améliorés, il y en a qui font de la certification de preuve dans un système qui est plus fort que ZF. Mais c'est un truc qui est très utilisé, ça s'appelle Lean, et beaucoup de mathématiciens, quand ils ont un doute sur une preuve très compliquée, ils demandent à Lean. Et Lean, il dit là, je vois un problème, et puis ben. Donc on s'est aperçu comme ça, il y avait des points très obscurs dans la cohomologie étale, je crois. Et puis finalement, comme on n'a plus besoin de la cohomologie étale et qu'on utilise la cohomologie cristalline, c'est pas grave. Mais disons, le truc qu'avait pensé Grothendieck, puis qui a été mis au point par des élèves de Grothendieck, eh bien, il y avait quelques trous dedans. Et grâce à Lean, on a réparé les trous. Mais disons, les gens qui ont réparé les trous ont dit la preuve d'imagination à partir des preuves de départ. Il y avait quelques trous. Donc, ça, c'est aussi pour dire que
les mathématiques sont devenues tellement compliquées que Dvoretsky avait raison. Il dit maintenant, les preuves trop compliquées, il faudra absolument les certifier par un logiciel. C'est-à-dire, ça lui est arrivé qu'il y avait un théorème à lui qui a fait l'objet d'un séminaire de 2 ans à Princeton, des étudiants et tout, personne n'a vu la moindre erreur. Puis un jour, quelqu'un lui dit je ne vois pas où est l'erreur dans votre preuve, mais j'ai un contre-exemple. Voilà. Et donc, ça a beaucoup ébranlé Dvoretsky, qui a examiné plusieurs de ses autres preuves et qui a trouvé quelques trous par-ci par-là. Et donc, il s'est mis à ne jurer que par les logiciels de certification de preuves et à en fabriquer un lui-même, qui s'appelle Unimat, maths univalente. Et malheureusement, il est mort trop tôt. Voilà. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de méthode dynamique telle qu'elle s'est mise en place. Ça a inspiré, méthode dynamique, ça a inspiré ce bouquin-là. C'est un bouquin d'algèbre de base, algèbre commutative de base. Il n'y a pas de négation dedans. Hein. Rien sans négation, il n'y a que des constructions. Et ça couvre quand même un champ assez vaste de théorèmes de maths classique, dont beaucoup n'avaient pas de preuves constructives avant qu'ait été mis en place la méthode dynamique. Et il faut reconnaître qu'en algèbre, pour moi, le gars le plus fort, c'est Thierry Coquand. C'est-à-dire, il lui dit, tiens, là, il y a un truc qui a l'air intéressant. Il dit, ah oui, c'est vrai, ça a l'air intéressant. Et alors, peut-être 3 jours après, il revient, il a décrypté la preuve classique. Mais, souvent, c'est arrivé comme ça. Et donc, une bonne partie de ce bouquin qui n'est pas signé Thierry Coquand est quand même due à Thierry Coquand. Voilà, puis là, il y a un autre bouquin. Alors là, j'ai le grand honneur d'avoir écrit un bouquin avec Thierry Coquand. Ça s'appelle Résolution libre finie, méthode constructive. Donc, c'est à partir du bouquin de Northcott, Finite Free Resolutions, qui est considéré comme la référence par tous les gens qui veulent parler des résolutions projectives ou libres finies, sans utiliser la notarianité. C'est une notion plus générale et unilatérale. Et donc, il y avait quelques endroits où Northcott ne trouvait pas comment éviter l'usage du tiré-exclu. Et donc, avec l'aide de Claude Quitté, qui ne voulait pas signer le bouquin, on n'a pas compris pourquoi, on a réécrit le Northcott de manière complètement clean et sans problème. Voilà. Alors, c'est quoi peut-être le plus emblématique, ça s'appelle localisation. Ah ouais. J'ai un nom pour ça, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, c'est la machinerie locale globale à idéaux premiers. Ah voilà, on a un théorème de maths classique. Par exemple, Quillen patching, vous avez entendu parler de ça, euh, qui fonctionne en regardant ce qui se passe. Après, localisation en tout idéal produit.
C'est un truc extrêmement fréquent dans l'algèbre classique. Vous avez le bouquin de Kuntz, entièrement basé sur ce principe. Et donc, on veut le comprendre en disant les idéaux premiers n'existent pas vraiment, mais les approximations finies d'idéaux premiers existent. Alors, c'est quoi une approximation finie d'un idéal premier P? C'est une liste U1, UR, et puis une liste N. On dit ceux-là, ils appartiennent à P, et ceux-là, ils appartiennent pas. C'est un peu comme une approximation rationnelle de nombre réel. Pour ça, on appelle ça UI. U parce que c'est un monoïde. Le produit de deux éléments qui n'a pas de complément. Le quotient étant un anneau intègre. Là, c'est les éléments non nuls dans le quotient, le produit des éléments non nuls dans un anneau intègre et non nul. Et ça, c'est les éléments qui appartiennent. Donc il faut définir A en UI. Alors, A en UI, c'est les éléments de la forme U plus I. Ah. Donc U, c'est un produit d'éléments qui sont là, avec des puissances éventuellement. Et I, c'est un élément direct, c'est une combinaison linéaire qui sont dans l'anneau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une partie multiplicative fermée. Quoi? Ben, nous, on appelle ça un monoïde, parce que on tolère que les monoïdes sont toujours zéro. Et là, voilà. Ça va représenter a priori ça. U plus I moins 1. Ah, stop. U plus I. On inverse ces choses-là. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, on va dire que S de UI, c'est l'ensemble des éléments de la forme U plus I. Et puis, nous, on essaie par A localisé en S de UI. Si vous voulez, c'est, comme dit Yves Bray, S de UI moins 1, A. On inverse les éléments de S. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est que ici, U est dans le radical de Jacobson. C'est ça qui fait fonctionner la machine. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on lit la preuve classique pour A localisé en P, P purement idéal. C'est n'importe quel idéal. Et comme c'est un anneau local, nous, on va supposer en plus qu'il est résiduellement discret. Ça veut dire que le corps résiduel est discret. Évidemment, en mathématiques classiques, tout est discret, donc ce n'est pas une hypothèse supplémentaire. Mais nous, on va le faire. On va prendre la preuve dans un anneau local résiduellement discret. C'est-à-dire qu'on aura le droit au test à zéro dans le résiduel. Et donc, la preuve dans AP, on tombe sur un élément au milieu du calcul qui me dit B, il appartient à P ou il appartient pas à P. Et alors, nous, on était avec un anneau S2UI.
U et X sont des parties finies. Et ça donne deux anneaux. A localisé en SU, où on ajoute les petits b à I, de l'autre anneau. S, B. Donc, comme la preuve classique en général n'a rien d'extraordinaire, c'est une preuve honorable. Il n'y a que Bourbaki qui cache que la preuve est finie. Bref, les preuves sont finies. Donc, on peut relire la preuve pour un truc purement idéal sous forme d'un arbre de calcul comme ça. Et à la fin, le résultat est établi aux feuilles d'un arbre de calcul, mais toutes les feuilles, ça correspond à des localisations co-maximales. Et donc ensuite, on dit, voilà, j'avais un résultat, on a démontré en maths classique qu'il est vrai localement, nous on démontre qu'il est vrai à toutes les branches d'un arbre de calcul où les feuilles, enfin à toutes les feuilles, et ces feuilles correspondent à des monoïques maximaux. Donc c'est presque la version globale. On appelle ça une version quasi globale. Après, il faut terminer avec un théorème qui dit si quelque chose est vrai quasi globalement, c'est vrai. Ça, en général, on n'a pas tellement de probabilité. Donc cette machinerie locale globale élémentaire à idée au premier, c'est ça qui est derrière énormément de choses dans la relecture constructive des bouquins d'algèbre moderne. Après, des fois, vous avez des preuves qui utilisent tous les quotients par les idéaux maximaux, d'autres qui peuvent utiliser les localisations des idéaux premiers minimaux. Et donc, tout ça aussi, on a inventé des manières de l'écrire. Et voilà, ça c'est la méthode dynamique. Vous avez des preuves classiques, elles sont presque justes. En tous les cas, elles vous donnent la manière de vous donner quelque chose de plus concret. Presque juste, là, juste presque une insulte. Ils sont justes en maths classique, mais il y a un mystère parce qu'elles disent qu'on va construire un objet, on ne le construit pas. Donc là, on construit les objets. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute et on va essayer de discuter à partir de vos questions. Merci beaucoup. Donc la parole est à l'assistance. Tiens là, je fais circuler l'article de dessin. J'ai juste une petite question. Ouais. Henri, au départ, quand tu dis que tu vas calculer le PGCD dans les 5, Ouais. qu'après tu vas couper en F1 Ouais. et F2, mais je n'ai pas vu en quoi le PGCD pouvait servir. Tu as dépassé sur cette. Oui, c'est un peu vite. Ouais. Non, mais c'est expliqué beaucoup plus en détail. D'accord, il y en a. Non, mais c'est-à-dire, il faut se rendre compte que l'élément Z, c'est un polynôme en X. Mm. Donc, il faut regarder à ce moment-là l'algèbre comme une algèbre de matrice. Et la matrice qui est la multiplication par Z, elle a un polynôme minimum. Donc, c'est ce polynôme minimum dont on voudrait bien qu'il soit soit son coefficient constant est inversible, auquel cas l'élément est inversible, soit il est de la forme d'une autre forme, et à ce moment-là, il faut ouvrir deux branches. Et ça revient. En fait, je dis ça parce que ce que j'ai mis là, c'est ce qui est écrit dans DESTAC. Mais on explique ça plus en détail et plus. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte que quand on a un corps de caractéristiques finies, ou plutôt un corps dont on ne connaît pas la caractéristique, parce que ça peut arriver aussi, eh bien, on est obligé de faire les choses de manière un peu plus complexe. C'est-à-dire, il faut d'abord remplacer le corps par sa clôture séparable, sa clôture radicielle. Comment on appelle ça? J'ai déjà oublié le nom.
Ça s'appelle clôture radicielle? Ah, la clôture parfaite du corps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très simple parce que c'est jamais que le corps lui-même, vu à travers une liste d'injections, on met X de puissance P pour passer d'un corps. Tu vois. Donc, on prend sa clôture parfaite et après, on peut utiliser ces histoires de zéro-dimensionnalité de manière très claire. Voilà. Enfin, au début, ils ne pensaient pas au truc fini, mais au truc de caractéristiques finies, ce qu'il y a, c'est que quand on s'embarque dans des choses compliquées comme les anneaux dentiers, bah, des fois, il y a des quotients, hein. Il y a des quotients qui sont de caractéristiques finies, c'est bien connu. Donc, quand quand on veut vraiment faire du dessin de manière générale, comme ils expliquent que ça peut être fait à la fin de l'article, pour traduire, bien, il faut aller un peu plus en détail que ce qui est écrit dans les 5 Oui. Donc, vous voyez pourquoi cette méthode s'appelle dynamique et pourquoi paresseuse. Ah, donc, parce que, voilà, on n'a jamais besoin de savoir, d'avoir la factorisation complète dans le dessin. D'accord. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de connaître toute la vérité. Il suffit que les questions qu'on se pose soient résolues de manière paresseuse. C'est un nom des informaticiens, l'évaluation paresseuse. Et nous, on a appelé ça évaluation dynamique parce que c'était joli. Oui. Donc, par exemple, nous aussi, on a un corps qui est vraiment super compliqué, on n'a pas besoin enfin, par exemple, avec la géométrie, on n'a pas besoin de genre vraiment tout représenter comme ça, mais si on calcule seulement, enfin, dans notre code, par exemple, dans notre calcul, il y a un nombre fini de racines, Ouais. donc fini polynôme, alors on peut se restreindre là-dessus, quoi. Oui, ça tout à fait. C'est-à-dire, en fait, les grosses constructions infinies, à part de l'antenne et les rafionettes, en général, on a besoin que, même si c'est un truc énorme, clôture algébrique de Q de X, par exemple, Q de grand X, encore Q de X. Ben, en fait, on s'est besoin quand on fait les calculs, on n'a pas besoin de toute cette clôture algébrique. On ne fait jamais que on manipule que des objets, que des trucs beaucoup plus simples. C'est quelque chose qui est caché dans les maths classiques parce que les maths classiques aiment bien, comme disait Grothendieck, pour décharger le bateau, faisant monter la mer. Et donc, par exemple, pour décharger le bateau, faisant monter la mer, c'est un truc dont on s'est moqué de Ligne. Dans SGA 3,5, il a dit arrêtons de considérer des abstractions aussi énormes et tout. Pour moi, tous les schémas seront quasi compacts, quasi séparés. Tous les modules seront quasi cohérents. Tout va être beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, en même temps, Grothendieck avait une puissance d'abstraction et de conviction et d'intuition pour les catégories qui était extraordinaire. En même temps, pour démontrer les conjectures de Weil, il dit on va se dégager de la gangue de cet abstract nonsense. C'est assez méchant. C'est-à-dire, il n'y avait pas besoin d'inventer des choses beaucoup plus compliquées que les schémas quasi compacts, quasi séparés. Oui. C'était avant ou après les critiques à serre de Grothendieck? Est-ce que c'était de la vengeance ou juste. Ah, je pense que Grothendieck n'a pas aimé l'introduction de SGA 3,5. Oui. 4,5, oui, je m'en rappelle plus les chiffres. Donc, c'était quand même un projet énorme qui allait aboutir à tout. Et puis, il y avait quand même les conjectures de Weil qui étaient un petit truc important. Et si on pouvait les démontrer en faisant de moins énorme, c'était aussi bien. Quand on veut se passer de matérialité, donc une Ouais. situation donnée, on a des solutions à Grothendieck.
Ouais, ouais, à un moment, au début, dans ses premiers exposés, tous les schémas de botanique étaient newtoniens. Oui, mais après, Après, il a dit qu'est-ce que c'est que cette notion stupide de newtonianité. tandis que là, il y a une méthode radicale. Ouais, on n'évite pas complètement toute considération newtonienne. Mais disons, on les limite beaucoup. Et que doit être la newtonianité dans l'algèbre moderne? Question au débat. Ouais. L'évaluation paresseuse, ça peut se terminer très mal. Si, par exemple, vous n'évaluez pas le reste, en fait, après, si vous en avez besoin, vous devez le réévaluer et finalement faire beaucoup plus de travail que si vous l'aviez évalué au départ. Ouais, il se trouve que quand on veut vraiment appliquer la méthode D5, on est amené à. On a un arbre, à un moment donné, on est au bout de l'arbre et il y a une question qui se pose. Alors, ça renvoie à une question dans la feuille du dessus. Et dans la feuille du dessus, il va peut-être falloir la couper en deux. Donc, c'est la mise en place du processus est extrêmement astucieuse. Enfin, je sais pas. Donc, mais ça marche. Voilà. Mais oui, il faut faire très. C'est-à-dire, ça a l'air enfantin quand on lit D5, et puis petit à petit, on s'aperçoit que. En fait, aujourd'hui, les gens se réfèrent de nouveau à D5 avec de nouveaux algorithmes qui ressemblent à D5, mais qui sont un peu sophistiqués et qui sont basés sur D5. Et ça devient une méthode de travail raisonnable, même en termes de complexité algébrique. Parce que nous, on avait l'impression finalement que ça avait été inventé pour la complexité algébrique et que ça n'avait pas abouti. C'est trop compliqué ce qui se passe. Mais apparemment, aujourd'hui, les gens ont mis en place des trucs. Je sais que Magma, il traite la clôture algébrique de Q. Donc déjà, on va regarder ce qui se passe sur Z modulo P, où P est un énorme nombre entier, où il n'y a aucune chance qu'il interfère avec les calculs. Et jusqu'à présent, ils disent ça n'est jamais arrivé, on soit obligé de passer d'un premier à un autre parce qu'il y avait un problème avec modulo P. Les calculs modulo P sont quand même si P a 100 chiffres, c'est quand même rien à voir en termes de complexité avec les calculs relationnels. Oui. Calcul relationnel, ça explose. Horrible. Donc, il y a beaucoup de trucs de calcul formel directement inspirés de D5 et qui sont quand même remarquables. Donc, honneur au triplé, là. C'est dommage que Claire Di Crescenzo n'ait pas eu un autre prénom. Ça aurait fait D6. Oui. Avant George Scott, il y avait ma collègue, bien sûr, qui Oui. travaillé dans l'expédition avec la Polino, tout en indépendant, et c'était très constructif. Oui, oui, c'est constructif. Plus que peut-être parce que. Non, mais dans Scott, lui, il voulait avoir une théorie générale des résolutions libres finies sur un anneau arbitraire. Dans Scott, c'est très visible, alors que Marcoles. Oui, c'est ça. Et les gens s'arrachent les cheveux. Mais moi, personnellement, je lis assez mal les textes aussi. Je fais appel à Claude Pité, à Thierry Faucon, Mendy. Enfin, des fois, je trouve quelque chose, mais disons, moi, je suis plutôt le rédacteur final. Voilà. Il y a des choses en place. Un troisième dans la série, dans Scott, son élève Rhys. Oui, bien sûr. J'ai lu récemment que Rhys, à la fin de sa vie, il a travaillé pour l'intelligence artificielle, des grandes contributions. Ah oui, ma foi. Oui, donc il y a aussi un bouquin de Richman avec deux collaborateurs, M. Richman, qu'on a traduit en français, qui est paru aux publications mathématiques de Besançon.
Et on a corrigé une ou deux petites erreurs. C'est un cours d'algèbre constructive, et en américain, c'est A Course in Constructive Algebra. Donc, c'est un bouquin qui traite la notarialité de manière extrêmement sérieuse. C'est incroyable ce qu'il arrive à démontrer avec sa notion de notarialité à lui. Alors que dans ce bouquin, il n'y a pratiquement rien de notarien. C'est pratiquement toujours, l'anneau doit être cohérent, fortement discret, c'est-à-dire on doit connaître le noyau d'une matrice de manière sérieuse par un nombre fini de générateurs. Et puis on doit avoir un test d'appartenance à une idéal. Donc la plupart des choses qui remplacent la notarialité, c'est cohérent, fortement discret. Et cohérent, en fait, ça vient de faisceau algébrique cohérent de Serre. Et Bourbaki dit quasi cohérent. C'est-à-dire la notion officielle que nous on appelle cohérente parce que c'est imposé dans la littérature, c'est quasi cohérent. Et en pratique, c'est plus facile de démontrer avant Hilbert qu'un anneau est notérien que de démontrer qu'il est cohérent. Quand il n'est pas... Ah oui, c'est même impossible de démontrer. Non, la notarialité n'implique la cohérence qu'en maths classique. Donc, quand on veut une notion notarienne constructive, on commence par demander que l'anneau soit cohérent et en général fortement discret. Et puis, on rajoute quelque chose pour dire que les idéaux ne peuvent pas croître de manière infinie. Alors, la manière la plus simple de dire que une suite d'idéaux de type fini ne peut pas croître de manière infinie, c'est de dire que dans une suite infinie, il y en a deux consécutifs qui sont égaux. C'est équivalent à la notion classique. Ça suffit pour beaucoup de choses. Mais évidemment, vous avez une notion beaucoup plus forte de notarialité inventée par Thierry Coquand. Il obtient plus de résultats. Et du point de vue de l'effectivité en programmation informatique, Alors là, en général, nous, ce qu'on écrit, ça dégoûte les gens du calcul formel parce que nous, on dit, voilà, on a la manière de rendre la preuve constructive, mais eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent un algorithme qui tourne vite, pas un algorithme. Par exemple, sur le 17e problème de Hilbert, il y avait des efforts considérables avec Marie-Françoise Roy et Daniel Perrucci. On a démontré que ça serait une tour de 5 exponentielle en termes de complexité. 2 puissance 2 puissance 2. N, c'est la description du problème initial. Donc, évidemment, les gens du calcul formel, ça les fait rigoler, quoi. Enfin bon, en tant que résultat théorique, c'est un challenge, comme on dit. Annick, tu as peut-être des choses à dire justement par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des bonnes bornes de complexité pour des calculs infaisables qu'on veut remettre en position générique du coup n'importe Ouais. variable, et des mauvaises bandes de complexité qui finalement passent très bien sur certains exemples. Il faut faire attention avec Oui, bien sûr. les bandes de complexité, parce que Bah, je c'est sais le- pas, toi qui es peut-être plus spécialiste de complexité, ces histoires de mise en position générique, des fois, c'est par les calculs, la complexité baisse peut-être, mais les calculs deviennent Oui. faisables. Ça comme manière. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est la question, peut-être la moitié de l'activité du calcul formel consiste à résoudre des problèmes polynomiaux au moyen de bases de Grobner. Voilà. Et donc, la borne officielle sur les bases de Grobner est double exponentielle, donc, pour l'atteinte. Non seulement exponentielle, mais doublement exponentielle. 2 puissance n, où n représente la structure de départ,
Donc, et il y a des exemples où on fabrique effectivement un truc qui a cette complexité, mais après, souvent, les problèmes qui sont posés sont d'origine géométrique et apparemment, la structure géométrique du problème simplifie les calculs. Mais c'est une activité de recherche permanente. Enfin, c'est pas... On peut aussi utiliser la structure du problème pour accélérer les calculs. Typiquement dans des choses qu'on a fait tous les deux, peut-être ensemble, mais en se connaissant. Ah oui, il y a eu un grand résultat d'algèbre constructive avec Annick et Hissène. Donc Hissène Yengi, c'est un collaborateur tunisien qui a des idées fantastiques. Qui il dit quelque chose, c'est faux, mais c'est pas vraiment faux. Les idées sont justes. Après, il faut faire fonctionner les choses. Donc, c'est un gars absolument extraordinaire, je trouve. Et donc, avec Annick, ils ont réussi à démontrer que si un anneau de Prufer, c'est-à-dire, disons, un anneau d'évaluation pour simplifier au début, eh bien, l'anneau où on ajoute n indéterminé est encore cohérent. Et ça, c'est pas de la tarte. C'est très subtil. Ce que j'avais fait avec Ingen, avec Hissène et puis un autre collaborateur, c'était on rajoute une variable et c'est encore cohérent. C'est déjà assez subtil, mais alors passer à n variables, c'est incroyable. En particulier, c'était un problème célèbre que z de x1, xn est cohérent, qui était résolu de manière très abstraite dans un article de Bruno-Reynaud, dont on ne pouvait extraire aucun algorithme. Voilà. Donc, Annick et Hissène. Et il Ouais, y a un un problème. truc sur lequel tu as intervenu qui avait bien été. Oui, C'est en quel sens pour Z de X1, X7? Parce que dans les mathématiques classiques, c'est notarial, donc c'est cohérent. Donc, en quel sens ça pose alors, problème? eh ben, il fallait trouver un algorithme, quoi. Et, c'est ça, Annick, ou bien c'est plus général ce que vous avez trouvé? Moi, il me semble que le problème se pose sur Z et que c'était dit résolu par Bruno-Reynaud. Tant que c'est ça. C'est le souvenir que j'ai du problème. Et quel est le problème? Parce que c'est notarial. Donc, il faut démontrer qu'un module un sous-module du type fini de Z de x1, xn est cohérent. Ben, Parce que c'est le cas. oui, on va un algorithme. Ah, bien joué. Il montrait que ça se finissait de. Tu veux, je te donne la matrice et tu dois me trouver le système fini générateur du noyau. Voilà. Ben, c'était du point de vue calcul effectif, c'était un challenge, quoi. Les gens ils disaient c'est vraiment incroyable qu'on n'arrive pas à trouver un truc, quoi. Mais je pourrais peut-être ajouter une référence. Que je vais donner le papier en ajoutant des petits trucs d'après les questions que vous aimez. C'est un texte en PDF, quoi. P5 qui fait vraiment ça ne veut pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est un article génial. Oui, il n'est pas paru. Donc, tout le monde appelle des 5 celui-là parce que l'autre, c'est il annonce un papier qui ne peut pas. Peut-être qu'ils sont encore aperçus que si vous les rédigez en détail, ça allait leur faire un mal de tête terrible. Donc, ils sont plutôt attelés à faire tourner la chose sur machine. 85, je sais. Et donc, c'est marrant parce que
J'avais été convaincu par un ancien collègue de maths P, de faire une thèse, quoi. J'ai dit, bon, je voudrais faire un... Non, ça, c'est pas possible. Alors, je voulais écrire les mathématiques dans la thèse, c'est un peu embêtant. Et donc, il m'a dit, fais des calculs de complexité. Ma thèse, c'était sur la complexité algébrique et aussi la complexité effective, c'est en bits, je sais pas comment on dit. Complexité, la bit complexité. Et voilà, et, je commence à lire les classiques de ce genre de bouquin, de ce genre de problème. Et c'est là que François me dit, tiens, il y a un truc de Dominique Duval qui a l'air très intéressant. Donc, ça a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. En particulier l'algorithme pour le positive Schoenstatt, une sorte de... Bon, on a compris des 5, on va y arriver. Donc, cette connexion avec l'informatique théorique, elle est venue après. Le souci de mathématiques constructives existait avant, n'est-ce pas? Oui, mais disons, à l'époque, il y avait déjà la théorie des types de Martine-Neuf, hein. Puis il y avait déjà le logiciel correspondant, le calcul des constructions. Donc, ce qu'il y a, c'est que la théorie de Martine-Neuf, elle est difficile à lire, hein. C'est déjà un peu plus clair quand on ajoute des axiomes de Vygotsky. Sinon, l'égalité pose un problème terrible dans la théorie. Pas d'autres questions? Bon, ben, merci encore pour cet exposé.